Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Match nul, un but partout ce soir à San Siro entre le Milan et l'Inter. Ouverture du score de Çalhanoğlu sur penalty à la 11e minute. Égalisation de De Vrij contre son camp de la tête à la 17e sur coup franc de Tonali. J'accueille ce soir Aristide et Erko. Salut à vous. Salut. Aristide, c'était le gros match et c'est la grosse déception. Oui, c'était le gros match, grosse déception. Moi, j'aurais bien signé pour un match nul avant le début du match. Faut pas oublier qu'on avait quand même beaucoup d'absents, notamment Maignan, notamment Théo Hernandez. Donc, quand tu voyais la défense alignée avec Tatarusanu qui nous rassure pas ces dernières semaines et Ballo Touré, je t'avoue que moi j'avais quand même peur des offensives adverses. C'était un match assez spécial quand même. J'ai du mal à le lire. Tout d'abord, c'est un match qui a été décomposé en 3-4 parties. J'ai trouvé vraiment Milan bien dans le match de la première à la 35-40e minute, mais avec finalement assez peu d'occasions. Et puis c'est l'Inter qui finit bien dans les 5-10 dernières minutes avec une double occasion, notamment. Donc voilà, il y avait déjà évidemment un partout. L'Inter ensuite a été très bonne et nous a surpassé de la 45e à la 70e minute, où vraiment je pensais vraiment qu'ils allaient faire la différence. Et d'ailleurs Hakan Çalhanoğlu, qu'on connaît très bien, a fait un bon match et était vraiment décisif dans ces 30-35 minutes là. Et puis finalement Milan a mieux fini avec pas mal d'occasions, notamment un tir d'Ibra à la 81e, un tir de Selmaker sur le poteau à la 89e et Kessié qui tire à côté. Donc voilà, Milan aurait pu repartir avec les 3 points dans les 3-4 dernières minutes, enfin dans les 20 dernières minutes disons, mais on s'est tellement fait dominer au début de la deuxième mi-temps que finalement le nul est totalement mérité. Après, là où je suis un peu déçu, c'est pas du résultat, c'est plus de la qualité, je dirais, technique du match. Je t'avoue que j'ai pas été emballé par ce match. Alors, c'était très physique au début, ça partait très bien. Et puis j'ai trouvé que finalement, Milan très pauvre techniquement en seconde mi-temps. Je pense que les 10-15 dernières minutes vont un peu, si tu veux, noyer le poisson. Et voilà, on oublie un peu avec ces 2-3 occasions qu'on a quand même été très mauvais offensivement et même défensivement en deuxième mi-temps. L'Inter, je les ai pas trouvés incroyables non plus. Donc je vous avoue que pour un derby, je j'ai pas trouvé le niveau technique et tactique incroyable, si vous voulez mon avis. Alors si j'en viens aux occasions, c'est vrai que l'Inter on a quand même eu plus que nous en première mi-temps, puisqu'il y a C'est quand vrai. même un miracle de Tatarusanu qui va chercher un penalty de Lautaro Martinez à la 27e, ça tu l'as pas dit, et c'est vrai qu'il y a la double occasion, 44e frappe de Barella sauvée sur la ligne par Ballo Touré, et à la 45e frappe de Lautaro Martinez juste à côté, et encore une occasion que tu n'as pas citée, qui aurait pu être décisive côté Inter, c'est la double intervention de Kalulu devant Vidal dans la surface à la 72e, c'est une grosse balle de but pour Vidal. Alors c'est vrai que si je vois les occasions milanaises, c'est surtout en fin de match, parce qu'en première mi-temps, je vois des frappes lointaines de Leao sur Handanovic, et sinon c'est vrai qu'il y a le coup franc de Zlatan, effectivement, 81e repoussé par Handanovic, et le poteau de Saelemaekers, qui est la vraie grosse occasion. Et quand on parle de Saelemaekers, on donne la parole à Erko. Erko, qu'a-t-il manqué au Milan pour s'imposer ce soir? Tout simplement, enfin pour moi le dernier geste, c'est dans la domination, enfin, dans la possession de balle, je pense qu'on a été peut-être des plus, comment dire, des plus offensifs. C'est juste que c'est dans le dernier geste, Inter, chaque fois qu'ils partent en contre-attaque, chaque fois c'était une occasion quasiment de but. Donc c'est peut-être ça qui nous manquait, un Ibra qui n'a pas été fort inspiré aujourd'hui. Donc ça peut arriver. Je pense que voilà, même tactiquement, je pense pas que Pioli est parti avec l'idée de faire du jeu, donc d'où l'idée de mettre Krunic en 10 sur la feuille de match, mais officiellement, je pense qu'il était plus au milieu de terrain pour embêter Barella et Brozovic, et ce qui a bien réussi d'ailleurs. C'est un match qui, je pense, qui a été globalement équilibré, comme l'a dit Aristide, c'était chacun eu sa petite période, donc chacun leur tour. Mais globalement, c'est un nul assez mérité, même si je pense que le premier penalty est quand même très très léger, même si ça part d'une grosse boulette de Kessié, qui je ne sais pas pourquoi il repart tout seul donc, vers Tatarusanu, pardon, enfin, je ne sais plus comment ça se prononce. Tatarusanu. Mais Tatarusanu, merci. Donc, T'es passé chez Soch, c'est Erko? c'est quoi? Non, rien, c'est pas grave. Je t'ai demandé si t'étais passé chez Soch, mais comme tu vis en Belgique, tu dois pas Ah, savoir de quoi je Ouais, c'est parle. une pub non, je française, ne je sais sais pas, pas non, si non. ça a changé. Mais vas-y, enchaîne, t'inquiète pas. Donc voilà, un penalty un petit peu léger quand même. Donc, mais voilà, défensivement, je trouve que l'axe c'était très solide, que ce soit Tomori ou Kiar. On a été assez fébrile sur des ailes. D'ailleurs, c'est peut-être un peu ce qui nous a sauvés, c'est qu'ils trouvaient l'Inter un peu plus dangereux dans l'axe. Donc, ils ont plus joué dans l'axe comparé aux ailes. Heureusement, parce que je trouve que défensivement, on aurait pris d'eau à ce niveau-là. Surtout avec Ballo Touré en première mi-temps, qui a encore une fois été un choix. Voilà, j'aime pas taper sur l'ambulance, mais dans ce cas-là, il n'a rien à faire chez nous. C'est un joueur, je crois il nous rappelle un peu Taiwo à l'époque. Donc, voilà, ça a été un match un peu déséquilibré par moment. On a surtout vu aussi voilà, les entrées des réservistes qui étaient différentes. Quand tu vois l'Inter qui fait rentrer des Sanchez ou des Correa, nous, après, on fait rentrer Bakayoko. Voilà, il y a une différence de banc, même si on a des blessés, etc., même s'il y a eu des joueurs qui n'ont pas été fort inspirés aujourd'hui. Il y a quand même un peu plus de qualité encore au niveau d'Inter, mais voilà, je trouve que voilà, le résultat nul est bien, il est logique.
il arrange toutes les deux équipes, parce que l'Inter espérait quand même ne pas perdre pour éviter de casser une petite série qu'ils ont. Et Milan, ouais, voilà, comme la Naples a fait un match nul, on pouvait se permettre de faire un match nul. Donc, à mon avis, le résultat de Naples a un petit peu aussi influencé la tactique. Et voilà, donc on a essayé de ne pas prendre trop de risques. Voilà. Je pense que c'est d'ailleurs le résumé du match des deux équipes, c'est pas prendre trop de risques, essayer de gagner. S'il n'y a pas moyen, le match nul nous arrange tous les deux, quoi. Marie-Steve, je vais te laisser réagir et puis je vais te demander également, en question subsidiaire, de nous donner ton opinion sur Çalhanoğlu, son attitude avant et pendant le match. Je crois qu'il a été quand même très copieusement sifflé et qu'il a agacé beaucoup de supporters milanistes. Oui, alors déjà la petite réaction, effectivement, je rejoins Erko sur le fait que je trouve la faute de Kessié très dure, moi, parce que, enfin bon, après avoir vu les ralentis quand même quelques fois, j'ai quand même l'impression que c'est, alors même si Kessié n'a pas à faire ça, hein, c'est très dangereux, mais c'est plutôt Akan qui déséquilibre Kessié, et le fait qu'il soit déséquilibré, qu'il lui fasse un croc en jambe, après Kessié tombe sur Akan, mais j'ai l'impression que le contact de base, si tu veux, et il est pas sur le ballon, c'est quand même Akan qui le fait sur Kessié, donc ouais, je trouve la faute très dure, pour être honnête. Et second point pour revenir sur ce que disait Arco, moi j'ai pas trouvé finalement que l'Inter était plus dangereuse dans l'axe. Au contraire, je les ai trouvés bien à l'aise sur les côtés. Je trouve notamment que Matteo Darmian nous a fait un super match et qu'il a fait Encore vraiment un joueur très que très le mal Milan sur a ce laissé côté. filer, hein, qui venait de son centre de formation et qu'on a laissé filer il y a C'est de vrai. nombreuses années maintenant. Non mais c'est vrai, et on voit, je C'est vrai. regardais là parce que je savais pas s'il était réellement titulaire à l'Inter et depuis le début de saison, il est titulaire. Il a Ouais. joué 9 matchs, un but, une passe décisive et ce soir on a vu qu'il avait été excellent. Ah oui, complètement, il est très très bon. Darmian, je t'avoue que moi j'y croyais pas quand je l'ai vu qu'il était retourné à l'Inter. Je me suis dit, bon, c'est quelqu'un là pour faire le nombre. Et c'est vrai que cette année, il est vraiment très intéressant. T'as aussi le jeune Di Marco qui est sur l'aile. Alors je sais plus s'il est à droite ou à gauche. Je crois qu'il est à droite, mais je suis pas sûr. Federico Di Marco qui était en prêt à l'Hellas Vérone l'année dernière, qui est un produit de l'Inter, hein, qui est très bon aussi, mais lui a 22-23 ans, donc bien plus jeune que Matteo Darmian. Mais c'est vrai que j'attendais pas Darmian à ce niveau cette année. Il nous a fait très mal, je trouve, sur son côté ce soir. Et enfin, pour rebondir sur ce que, pour répondre à ta question, moi je trouve, honnêtement, je trouve l'attitude d'Akan Çalhanoğlu, elle est scandaleuse, quoi. Enfin, qu'on aime ou pas le joueur, c'est autre chose, mais quand tu dis avant le match que si tu marques, tu vas évidemment bien célébrer. Enfin, évidemment, tu peux qu'attiser la haine quand tu vois comment il est parti, parce qu'il faut se rappeler le contexte. À l'Inter, finalement, c'était une question de millions d'euros ou de demi-millions d'euros, parce que à l'Inter, il gagne 4,5 millions d'euros bruts par an, alors qu'à Milan, il était à 4. Donc voilà, il est parti vraiment pour même pas, enfin, pour une petite question d'argent, pour changer de club. Et Donc pour notre plus grand bonheur, hein. et aussi pour notre plus grand bonheur. Mais donc après, il déclare ça avant le match, que effectivement il célèbre. Moi, je trouve qu'on a quand même été très patient avec lui. Enfin, je veux dire, on a quand même, que ce soit le public milanais ou autre, mais enfin le public milaniste, pardon, mais je trouve qu'on a quand même été très patient avec Hakan Çalhanoğlu. Il a eu le numéro 10, il a fait 3-4 mauvaises saisons pour 6 bons mois, voire une année si on est optimiste, et il a très rarement été sifflé ou décrié. Donc, je vois pas la haine qu'il a envers ce Milan, et après sa célébration, oui, elle est honteuse, mais elle est scandaleuse parce que ça montre le joueur qu'il est. Je trouve que ça va bien avec l'homme et ce qu'il nous a fait cet été. Je trouve que son comportement reflète vraiment bien ce qu'on pensait de lui avant ce match et ce qu'on va continuer de penser. Voilà, quand il fait signer à la Courvasso de crier son nom juste après son penalty marqué, c'est assez scandaleux. Je rappelle d'ailleurs que Zlatan Ibrahimovic et Kronic de mémoire ont eu un carton jaune pour ça il y a à peu près 1 ou 2 semaines où ils avaient célébré devant les supporters adverses. Je sais plus contre quel club c'était, mais ils ont eu un carton jaune. Et Ça d'ailleurs, vaut c'est parce que carton jaune ça? en tout cas, Zlatan a eu un carton jaune la semaine dernière pour ça, parce que le public, alors je sais plus quel match c'était, mais l'avait traité de gitan 2-3 fois, et lorsqu'il a marqué, ou lorsque le Milan a marqué, il a célébré devant eux et il s'est pris un jaune. Donc voilà, après c'est toujours l'arbitrage, 2 poids 2 mesures, c'est pareil, j'ai toujours l'impression que les mêmes actions ne sont C'est pas bizarre de mettre un carton jaune là-dessus. Je veux dire, Zlatan n'a pas fait un doigt d'honneur au public comme Effenberg en 94. Ah oui, non, complètement, c'est très bizarre, mais il a bien eu son carton jaune la semaine dernière. Je t'avoue que je me rappelle plus du match, je me rappelle plus exactement dans quelles conditions, mais La c'est Roma. très bien. Oui, ça devait être la Roma. Oui, ça devait être Bah, la j'imagine Roma. que c'est le seul que j'ai C'était pas la pu Roma. voir à cause de la tempête, donc bon. Tout à fait, bah c'est bon, je l'ai, c'était la Roma, exactement. C'était contre la Roma, donc voilà, il se prend un carton jaune pour ça, pour avoir nargué en gros les supporters romains, alors qu'il répondait juste à une insulte quoi. Donc après voilà, bon l'attitude, après je dis pas que Hakan Çalhanoğlu doit forcément prendre jaune, je dis juste que bon voilà,
Juste pour dire qu'il y a toujours deux poids deux mesures entre ce qu'on voit d'un week-end à un autre en Serie A. Mais voilà, non, l'attitude d'Akan, ça nous prouve, ça nous montre bien ce qu'on sait déjà, que c'était un petit homme, et puis voilà. Alors ce soir, oui, il a fait un bon match. Par contre, c'est vrai qu'à pas, mis à part même son penalty, bon, il est réussi, c'est très bien, mais Un son bon match. match, t'es gentil. Moi, j'ai pas été Ah, ébloui par Çalhanoğlu ce soir, hein. Je suis désolé, mais enfin. alors, non, non, j'ai pas dit ça. Je dis que vraiment, il a fait un bon match dans le sens où je trouve il a fait, moi, je l'ai trouvé 10 fois pire l'année dernière avec nous et les années d'avant. Là, je trouve que toutes ses passes Ah étaient oui, ça c'est réussies. vrai, oui. Il était bien au milieu du terrain, un peu en extrême libre. Il nous a fait un peu mal quand même. Non, non, franchement, je l'ai trouvé assez intéressant ce soir. De toute façon, on sait bien que quand il fait un bon match, c'est pour en faire 7-8 mauvais, donc ce sera déjà ça. Mais ouais, non, pour revenir à ta réponse, à ta question, là, son attitude est totalement scandaleuse. Oui. Eh ben, on va demander à Erko de compléter, de clore ce tour de table avec le sujet qui t'intéresse, Erko. Ça peut être Çalhanoğlu ou autre chose, hein. Oui, mais enfin, sinon, Tchernobyl, je pense que, enfin, pour moi, la réponse idéale, ça aurait été, enfin, juste de nier, parce que, c'est pas un joueur qui a marqué les clubs, il était relativement insipide. C'est pas comme Donnarumma, qui a quand même été un des meilleurs gardiens d'Europe chez nous, qui est quand même parti comme un lâche. Et si on parle d'un joueur banal qui est parti, oui, c'est vrai, il est parti à l'Inter. Oui, on sait bien qu'il y a eu une réaction débile, qu'il n'a pas inventé, qu'il a coupé le beurre. Mais voilà, je trouve que la meilleure réaction, c'est de nier complètement, comme ça, lui montrer que voilà, il n'a pas compté dans notre histoire, que des joueurs comme lui, on en a eu des centaines, des milliers qui sont partis, et qu'on les a très vite oubliés. Et, ce sera encore le cas cette fois-ci. Donc voilà, en faire tout un plat, moi je trouve ça un peu dommage que ça donne de l'importance à un joueur et un homme médiocre. Mais voilà, c'est fait. Je comprends aussi les supporters à chaud, parce que ça doit être frustrant de se faire comment dire, un peu provoquer par cet homme-là. Mais voilà, la prochaine fois, je préférerais quand même essayer de faire tomber de l'anonymat comme il est sur le terrain en général, quoi. Tout simplement. Après, c'est lui qui en a fait tout un plat sur les réseaux sociaux et pendant le match en voulant absolument tirer le penalty, en sachant que le tireur attitré est Lautaro Martinez, donc on voyait qu'il y avait un côté revanchard, si tu veux. Donc il s'est mis en évidence, on est obligé de le signaler. Bon, après, c'est sûr que c'est un joueur qui nous aura pas laissé un grand souvenir, c'est le moins qu'on puisse dire. On passe à l'homme du match milaniste. Aristide, qui as-tu choisi ce soir? Ah, c'est très dur parce que la raison me dit un joueur que je n'apprécie pas particulièrement mais le cœur me dit un autre joueur que j'adore. Bah, je vais mettre la raison parce que c'est quand même pour ça qu'on fait cette émission à la base. Je vais mettre Tataru Sanu, hein. Je vais mettre Tataru Sanu parce que Tataru Sanu, sans lui, on repart avec un 2-0 ou un 2-1 à la mi-temps et le match il change et je suis pas sûr qu'à 2-0 on puisse revenir dans ce match. Clairement parce que les terres étaient quand même bien en place. Donc non, il fait un super arrêt sur le tir de Lautaro Martinez à la 25e minute et même tu vois, ces dernières semaines, on avait quand même peur sur les ballons aériens. Il avait pas l'air à l'aise. À chaque fois, il nous faisait peur. Ses sorties étaient ratées. Là, j'ai Il se trouvé faisait même rassurant. engueuler par certains de Par ses coéquipiers, Kier, hein. Zlatan lui Ibra, a demandé pourquoi il captait pas le ballon l'autre jour, etc. Kier aussi. Kier aussi lui avait dit de plus communiquer sur les sorties aériennes parce que du coup il osait pas lui faire ne serait-ce qu'une passe en retrait ou une remise de la tête. Et là ce soir j'ai trouvé qu'il s'est imposé, même qu'il s'est imposé, il a poussé ses coups de gueule pour placer son mur lors des coups francs de l'Inter. Il s'est imposé dans les airs sur les différents corners tirés par Hakan Çalhanoğlu. Non, un penalty arrêté. Non, franchement, Tataru Sanu, superbe match. Ça, c'est le genre de match qui va le mettre en confiance pour la suite de la saison et ça tombe bien parce que Maignan n'est pas prêt de revenir. Il en a encore pour 2 mois, donc début janvier si j'ai bien Et compris. Plizzari non plus. Et Plizzari non plus, donc Tataru Sanu, il est parti pour rester quelques mois encore, quelques semaines, quelques mois dans les cages de Milan, et là c'est un très bon match ce soir de A à Z. Erko. Oui, juste, oui, comme tout nous aussi, parce que je trouve que c'est ben, d'ailleurs, je trouve un peu sévère, parce que je trouve que, enfin, tu dis que ça faisait 2-3 matchs quand même qui n'étaient pas bons dans la sortie aérienne. Moi, je pense que ça fait bien 1 ou 2 matchs qui est justement un peu plus rassurant. Je trouve qu'il est un petit peu monté en puissance. Voilà, on sait bien que le rôle de deuxième gardien, c'est un rôle ingrat, surtout que lui, avant d'arriver à Milan, il jouait déjà pas beaucoup à Lyon. Donc, voilà, c'est un gardien qui a pas beaucoup joué, c'est un gardien qui est encore assez jeune. Il a peut-être lui fallu un petit peu de temps pour monter en puissance, mais je trouve que pour l'instant, voilà, de toutes ces critiques qu'il a eues et que je lui ai données aussi, là, je trouve qu'il est en train de terre un petit peu. C'est un gardien qui commence un petit peu à être justement fiable. Il n'est pas extraordinaire, ce qu'il a à faire, il le fait. Donc, il respecte tout à fait son rôle. Je trouve qu'il manque peut-être un peu de caractère. Un gardien doit avoir un peu plus de leadership donc pour diriger et même crier sur ses défenseurs. Je ne l'ai jamais vu crier sur quelqu'un comme le fait Maignan ou comme le fait Donnarumma à l'époque. C'est peut-être encore ce qui lui manque, mais bon, après, voilà, pour un deuxième gardien, s'il continue à faire des prestations comme ça jusqu'à janvier, Chine tout de suite, ça pourra faire du bien, quand on sait l'importance que ça peut avoir pour les points perdus pour le Scudetto. Je trouve qu'avoir un deuxième gardien fiable, c'est bien. J'espère qu'il continuera comme ça. Et voilà, c'est mérité pour lui, en tout cas, aujourd'hui. Aristide, tu réagis, tu nous donnes ta bonne surprise dans la foulée, s'il te plaît. Oui, alors juste sur Tataru Sanu pour répondre à Arco. Alors je répète, mais c'est vrai que pour moi c'était
ses sorties aériennes n'étaient pas bonnes et il n'était pas rassurant dans ses sorties aériennes, même ces 2-3 derniers matchs. Enfin, c'est ce que je pense du moins. Par contre, effectivement, là où je rejoins Erco, c'est que sur sa ligne, déjà il y avait un mieux général, j'ai envie de dire, sur ses prestations au global, et sur sa ligne, il était très bon ces 2-3 derniers matchs, mais sur sa ligne seulement, parce que les sorties aériennes, même quand il faisait un bon match, c'était clairement pas ça pour moi. Mais là, ce soir, tout a été parfait. Au niveau de la bonne surprise, alors du coup, moi j'aurais pu le mettre dans mon top à la place de Tataru Sano, mais l'entrée de Rebic, elle a quand même changé le match, elle a quand même changé notre perception du match, nos combinaisons offensives. Voilà, Rebic, c'est ce qu'on adore avec ce joueur, c'est que même s'il y a du déchet technique, il rentre et il est là pour mettre l'impact physique, il est là pour faire des centres. Il y a pas de, bon, il arrive qu'il y ait des gestes en trop, mais c'est toujours pour faire mal à l'adversaire, c'est toujours pour faire mal à la défense adverse. Et là, ce soir, il a été dans le vrai, quoi. Il a été dans le vrai. Il devait pas être à 100% physiquement. Tu voyais qu'il tirait un peu la gueule, lors des 2 premières accélérations qu'il fait, dont une où il met un petit coup de bras à Darmian, justement. Mais voilà, c'est tout de suite l'impact qu'on aime. Et ce joueur-là, quand il est comme ça, il fait vraiment plaisir, quoi. Son tir à la 67e, il est contré, mais c'était très bien. Il fait de belles interceptions. Moi, j'avais conclu mon mot de la fin lors du dernier Casamea en disant j'espère revoir Rebic, vivement qu'il revienne parce que c'est un joueur qui me manque énormément. Je pensais pas le voir lors du derby de la Madonnina. Finalement, je l'ai vu là et je suis content d'avoir terminé ce mot de la fin par Rebic la dernière fois parce que son entrée m'a vraiment fait plaisir ce soir. Erco. Avant de donner la bonne surprise, je vais quand même parler de Rebic aussi, parce que justement, quand on parle de mentalité de derby, je trouve que c'est les joueurs qui les représentent parfaitement. Quand je l'ai vu monter sur le terrain, il y a eu un regard noir, tu voyais bien qu'il n'était pas là pour faire des câlins aux intégristes. Directement, il était mettre des taquets qu'il fallait, comme il dit, la puissance qu'il était mettre dans ses duels. C'était vraiment le seul joueur que j'ai vu aujourd'hui faire ça. Et c'est vrai que ça a peut-être transcendé un petit peu l'équipe, parce que ça partir de ce moment-là, l'équipe est un petit peu remontée aussi, un peu commencé à jouer au football. Et voilà, c'est le genre de joueur que j'adore aussi, parce qu'il a une mentalité de guerrier, même s'il n'est pas forcément régulier, mais quand il rentre comme ça, tu peux qu'adorer un joueur comme ça. Mais pour ma bonne surprise, j'ai quand même misé sur Kalulu, parce que voilà, c'est encore une fois, il est rentré à gauche, qui n'est pas du tout son poste de prédilection. Et cette fois-ci, j'ai trouvé bon. Même si évidemment on compare avec Ballo Touré, on a la comparaison parfaite de loin, mais malgré ça, je trouve qu'il a défensivement, il a rapporté justement un peu de confiance sur le côté gauche. Et offensivement, même si c'était très dur pour lui de déborder, vu qu'il n'était pas sur son pied droit, il a quand même réussi à percuter, il a joué avec Rebic ou avec Ibra, il a trouvé toujours les bons joueurs. Donc il a fait un peu comme Rebic, il a apporté un nouveau souffle un petit peu à l'équipe. Il a fait beaucoup de bien. J'espère, voilà, c'est un joueur que moi, depuis qu'il a commencé à enchaîner les matchs l'année passée, c'était une très bonne surprise déjà. C'est un joueur qui monte en puissance. C'est peut-être un joueur on pensait meilleur dans l'axe, mais qui commence à devenir très bon sur les côtés. S'il peut avoir une certaine polyvalence, vu la fragilité de nos joueurs à ces postes-là, c'est peut-être justement que bénéfique d'avoir une rotation positive comme ça, un peu comme un homme milieu de terrain. Donc voilà, c'est bien de voir à gauche, de voir continuer à monter. Et le fait de voir justement forcer sur le côté gauche et s'améliorer, ça prouve qu'il travaille et que c'est une mentalité exemplaire. C'est un joueur qui fait absolument pas de vagues en dehors du terrain et c'est un joueur qui rouspète jamais, qui s'en prend jamais à l'arbitre. C'est le genre de joueur aussi qu'on aime bien avoir sur un terrain, un joueur propre, une mentalité comme on voyait un peu au Milan avant. Et voilà, je suis très content d'avoir au club et j'espère qu'il continuera comme ça pendant longtemps. Aristide, quelle est ta déception? Ah, c'est dur. Alors, déception, donc quelqu'un qui m'a déçu. Je veux pas parler de Ballo Touré. Pour moi, c'est le vrai flop du match, mais j'en attends rien parce que je le trouve mauvais depuis des semaines. J'avais dit il y a quelques semaines sur Casamilan que j'avais peur de l'erreur de casting. Je pense mes doutes sont de plus en plus avérés pour ma part. Donc voilà, le penalty qu'il provoque à la 25e, il est totalement ridicule. Son match est mauvais. Mais je vais parler d'une vraie déception ce soir. Je vais parler de Franck Kessié parce que ça ressemble beaucoup à des matchs que j'ai vus de Franck Kessié cette saison. C'est-à-dire que c'est soit moyen, soit mauvais pendant 65-70 minutes. Puis les 20 dernières minutes, il se réveille, c'est beaucoup mieux, on le retrouve. D'ailleurs, comme par hasard, on commence à redominer l'Inter quand Kessié se réveille à la 70e minute. Mais les 70 premières sont catastrophiques. Voilà, le penalty provoqué, que des passes ratées. J'avais l'impression de revoir le Kessié de 2017 et jusqu'à 2020, clairement. Et puis malheureusement, qu'il n'y avait que Tonali, moi, au milieu, qui faisait les interventions décisives et qui allait au contact, et qui était dur sur l'homme et qui récupérait les ballons. Moi, j'ai peu vu Kessié également au niveau de l'impact physique dans l'entrejeu. Non, bah oui, mais c'est ça qui est étrange parce que c'est quand même son point fort. L'année dernière, on le voyait que pour ça, et là, j'ai l'impression de voir un joueur pas concerné.
Et quand je l'ai vu concerné, c'était à la 70e minute, où là, oui, il y a eu l'impact physique, il y a eu tout ça. Cependant, le problème, c'est que même dans ces 20 minutes-là, entre la 70e et la 90e, c'est lui qui nous mange le match avec un tir raté alors qu'il n'y a plus de gardien à côté du cadre On à la rappelle qu'un 89e. départ est évoqué au mercato d'hiver. Hein. Oui, mais je pense que de toute façon, il partira et je pense que tout le monde s'est fait une raison, même lui, et ses prestations sur le terrain s'en ressentent. Mais à l'instar de ce qu'il s'est passé avec Donnarumma, rappelez-vous l'année dernière, hein, à partir de janvier 2021 à mai 2021, c'était pas le même Donnarumma que de août 2020 à décembre 2020. C'était pas du tout le même et son non-renouvellement, la pression des supporters, etc., avait clairement une influence sportive sur ses performances. Et je trouve que c'est exactement la même chose avec Kessié. Moi, je retrouve vraiment la même chose. Hein. Je vois vraiment beaucoup de similitudes. Donc, ouais, pour moi, Kessié, dans sa tête, il est parti. Là, j'avais des doutes il y a encore quelques semaines. Je parlais peut-être d'un problème physique. Il avait enchaîné beaucoup de matchs, etc. Mais là, j'ai plus vraiment de doutes. Il est plus concerné. Et ce soir, il m'a vraiment déçu. Et avec un Kessié ne serait-ce que correct, je dis bien correct parce que ce soir, il a été mauvais. Ce match, on le gagne. Parce que ce match, il n'y a pas le penalty. Tu mets n'importe qui le but après le poteau de Selmakers, pour moi, tout le monde doit le mettre. Et là, Kessié le rate. Donc, non, clairement, avec un Kessié ne serait-ce que moyen ce soir, on gagne ce match, mais il a été très mauvais malheureusement. Oui, c'est vrai, c'est important de signaler cette occasion. Effectivement, j'ai parlé du poteau de Saelemaekers à la 89e, mais il y a Kessié sur le deuxième ballon qui fait n'importe quoi, et ça doit être un but décisif. Tu as totalement raison. On va demander à Erko s'il est d'accord ou s'il a un autre nom à sortir du chapeau. Donc, ouais, j'aurais pu mettre Kessie, évidemment, mais j'ai peut-être envie de parler de déception aussi. On parle de Calabria. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'a pas été à la hauteur techniquement. Il a quand même quasiment tout raté. C'est un peu réveillant en fin de match, dans la 20 dernières minutes, un peu comme toute l'équipe. Mais globalement, je trouve qu'il n'a pas été présent, même que ce soit défensivement ou offensivement. C'était pas, voilà, il n'était pas dedans. Je sais pas s'il était un coup de fatigue ou un coup de pression aussi. Je ne sais pas. Ça peut arriver même au meilleur. Mais ce soir, c'était pas son match. Il n'a pas eu l'influence et l'impact qu'il avait d'habitude. La rentrée de Samaker s'est un petit peu réveillée parce qu'il y a des automatismes avec lui et il y a eu quelqu'un de plus offensif sur le couloir droit. Parce que bon, il a joué avec Diaz qui n'était pas du tout à l'aise sur le côté droit, ce qui est logique aussi, qu'il n'aime pas de jouer là. Mais il est habitué à jouer avec un joueur de couloir. Ça n'a pas été le cas ici. Ça a été le cas en fin de match. Ça ne va pas aider, certes, mais je trouve que techniquement, quand même, il était en deçà de ces derniers matchs. Voilà, ça arrive, ça va pas se répéter, il va continuer comme ça. Mais voilà, s'il fallait citer une petite déception pour aujourd'hui, j'aurais bien mis capitaine. Ouais. Passons aux accessibles d'Aristide. Au niveau des accessibles, je vais. C'est vrai qu'Arco a parlé de Kaloulou, mais c'est vrai que l'ensemble des entrants, Kaloulou a été excellent et j'avoue que je ne l'attendais pas à ce niveau-là à la 45e minute, a été vraiment très très bon. Le double sauvetage que j'avais omis effectivement lors de mon introduction, on en a parlé MJ, à la 71e c'est superbe, un duel Galeni à la 80e. Non, Kaloulou a été très bon, mais l'ensemble des remplaçants en fait, même Benasser que j'ai quand même pas mal critiqué, je l'avoue, ces dernières semaines, voire ces derniers mois, j'ai trouvé son entrée très bonne à la 70e à la place de Tonali. Je trouve que justement Tonali qui faisait un bon match jusqu'ici, qui était un peu seul au milieu de terrain, on n'a pas trop souffert de sa sortie et j'en avais peur. Pour moi, Tonali, j'aurais bien aimé qu'il reste à côté de Benasser justement et en lieu et place de Kessié. Mais finalement, Benasser a fait une très bonne entrée. Donc voilà, que ce soit Benasser, que ce soit Kaloulou, que ce soit Rebic, que ce soit même Saelemaekers, les entrants ont fait vraiment du bien et j'ai envie de saluer leur rentrée et j'ai envie de saluer aussi parallèlement Pioli qui même Timo Bakayoko, j'avais oublié Timo Bakayoko, a fait quand même une rentrée tout à fait correcte, voire bonne. Et voilà, j'ai envie de saluer Pioli parce qu'il maintient quand même tout le monde concerné. Que ce soit en derby ou même hors derby, hein, je trouve que le turnover est très bon, que ce soit en défense centrale avec Romagnoli qui n'a pas pu participer au derby parce qu'il avait une gêne, mais voilà, que ce soit Kier, Tomori, Romagnoli, l'alternance entre les trois, que ce soit Tonali, Kessié, Benasser, même avec Kronic, etc., je trouve que ça combine pas mal et que Pioli arrive vraiment à faire que tout le monde se sente concerné et ça c'est vraiment à mettre à son crédit. Erko. J'ai envie de dire, Conte avec la squadra, il avait son petit soldat en personne de Giaccherini. Je trouve que Pioli, lui, il a son chronique. Je pense qu'aujourd'hui, il a encore fait une bonne partie aujourd'hui, un peu un travail de long. Voilà, il a fait un job de soldat. Il l'a mis sur un peu de match milieu offensif. Mais globalement, il était vraiment là, plus pour embêter Barella et Brozovic, qui l'a très bien fait. Si on ne les a pas beaucoup vus aujourd'hui, en tout cas, je trouve que c'est, enfin, sauf un petit peu pendant leur grosse période. Mais globalement, si on ne les a pas beaucoup vus, c'est aussi en grosse partie grâce à lui. Il a fait un travail justement défensif dans l'ombre. Il était fort présent. Ah, techniquement, on sait bien que c'est pas le joueur de l'année, mais c'est important d'avoir des joueurs comme ça, des joueurs qui comprennent et qui s'intègrent parfaitement dans un système de jeu que l'entraîneur il veut. Et il l'a parfaitement fait. Voilà, on ne peut pas dire que c'est une des clés du match aujourd'hui, parce que ce serait peut-être un petit peu gros, mais ça a été un des artisans du match nul, en tout cas qu'on a réussi à garder. Ça a été en tout cas un des artisans qui a empêché l'Inter de briller encore plus. Donc,
Voilà, c'est bien pour lui parce que c'est des joueurs qu'il faut dans un effectif. Il répond assez souvent présent quand même s'il est quand même souvent critiqué. On sait bien que c'est pas une star, que c'est pas une vedette, mais on sait que c'est un soldat qui donnera toujours tout pour le club. Et dans des matchs comme ça, c'est important de les avoir. Dernière rubrique, comme toujours, le mot de la fin, Aristide. Mot de la fin, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je vais parler des performances des clubs de Serie A en Ligue des Champions. Donc 4 matchs cette semaine, donc on sait tous pour le Milan et le nul à San Siro face à Porto qui nous met en difficulté. Mais là voilà, la Juve est déjà qualifiée première de son groupe pour l'instant, puisqu'elle a gagné 4-2 cette semaine contre le Zénith Saint-Pétersbourg avec voilà un très grand match de Dybala notamment. Donc Chiesa déjà pas mal qualifiée. aussi, hein. Chiesa pas mal aussi, en effet, en effet. Alors je sais plus contre qui c'était. C'était contre le Zénith qu'il a mis un superbe but, ou c'était la semaine dernière. Je t'avoue que je regarde beaucoup de matchs, donc je les confonds. Où il est sur son côté gauche, il fait une feinte de frappe, il repique sur son pied gauche et il la met petit filet. Je t'avoue que je sais plus si c'était contre le Zénith. Le Zénith, c'est tout à fait possible. Mais oui, c'était contre le Zénith d'ailleurs, et il avait été très bon. Et voilà, donc la Juve est première de son groupe devant Chelsea, hein, les champions d'Europe en titre. Faut quand même pas minimiser la chose et est assuré d'être au second tour, enfin du moins en huitième de finale de Ligue des Champions. Donc très bien pour la Juve, malgré leur piètre performance au pluriel en Serie A. L'Inter est quand même pas mal avec une victoire contre le Sheriff, je crois. Ils ont gagné, si je me trompe pas, ils ont gagné 3-1 je crois, cette semaine. Donc voilà, l'Inter a remis les pendules à l'heure après une phase aller un peu compliquée. Là, c'était vraiment j'ai envie de dire le match pour la deuxième place après le Real Madrid. Donc là ils se sont mis de bonnes dispositions pour aller au bout et pour se qualifier, donc c'est très bien. Et l'Atalanta malheureusement qui a subi encore les foudres de Cristiano Ronaldo puisque voilà, il y a eu l'égalisation de Cristiano Ronaldo pour le 2-2 dans les dernières minutes de jeu à l'Atalanta. Ça fait 2 fois que Cristiano Ronaldo fait ça à l'Atalanta en quelques semaines, puisqu'il avait fait aussi pareil au match aller. Donc voilà, l'Atalanta, rien n'est fini pour eux, hein. Ils sont quand même pas trop mal positionnés, mais voilà, ce sera peut-être un peu plus compliqué que pour la Juve et l'Inter. Donc finalement, à part Milan, pour l'instant, pour les 3 autres candidats à la Ligue des Champions, ça se passe plutôt bien pour la Serie A. Après, j'oublie pas que l'année dernière, tu nous as parfois dit la même chose et que je t'avais dit qu'on C'est faisait vrai. les comptes en fin de saison. Donc on va peut-être patienter un peu, mais c'est vrai qu'à l'instant T, c'est pas si mal. À part pour Milan, tu fais bien de le rappeler, hein, le club qu'on Oui. supporte est particulièrement mauvais cette année en Ligue des Champions pour son grand Juste retour. MJ, en effet, l'année dernière, tous les 4 clubs de Serie A avaient franchi les phases de poule, mais je crois que les 4 avaient été éliminés en huitième de finale de Ligue des Champions. Voilà, Erko, quel est ton mot de la fin? Bah, il paraît d'une chose qui n'y a plus arrivé depuis longtemps en Milan, en tout cas, c'est qu'on a 3 joueurs sous contrat au club qui sont convoqués de l'équipe nationale. Donc c'est ça, donc il y a Calabria, Tonali et la petite surprise Pobega. Je trouve que ça fait un peu du bien de revoir des joueurs du club, pouvoir les revoir à la télé sous la tunique bleue. Ça fait un grand bien. C'est une bonne surprise quand même, Pobega, parce que voilà, je sais, il fait une très bonne saison. Il était déjà très bon en Série B l'année passée. Ah non, il était en Serie A aussi l'année passée, je pense que c'est tout, j'ai une bêtise, je crois. Non, il était en Serie A aussi, donc c'est sa deuxième bonne saison en Serie A. Et la bonne surprise, c'est qu'au Torino, là, on a un petit peu mis un nouveau poste, lui qui était habitué un petit peu à jouer sur le côté gauche, si je ne dis pas de bêtises. L'entraîneur du Torino, je ne sais plus c'est qui, donc l'a refait jouer dans l'axe, et avec raison, parce qu'il devient excellent, dans un petit peu, justement, un petit profil à la Kessie actuellement. Il enchaîne des très grosses performances au Torino. C'est souvent un des 3-4 meilleurs joueurs sur le terrain, même si ce n'est pas forcément une difficulté vu le niveau du Torino. Mais voilà, c'est un joueur qui brille, voilà, qui évolue d'année en année, qui justement va arriver au moment où Kessié va partir. Donc j'espère qu'on va quand même penser enfin à miser sur lui, qu'on ne va pas s'en servir comme monnaie d'échange ou le revendre pour avoir un peu d'argent. C'est le moment idéal pour lancer encore un jeune Italien et peut-être essayer de perdurer, de comprendre que c'est enfin le moment de les lancer, de les faire briller, justement de donner plus de qualité à l'équipe nationale pour l'Euro. On va avoir un milieu de terrain très fourni, encore une fois, et c'est justement grâce à des jeunes qui sont formés dans différents clubs qui peuvent briller, comme Locatelli l'a fait aussi, comme Zaniolo le fera dans l'avenir. Donc voilà, j'espère que Milan enfin peut se rendre compte que les Italiens ils comptent aussi et qu'on va les faire jouer plus souvent en tout cas. Puisses-tu avoir raison, on espère aussi que Daniel Maldini reverra le jour sous le maillot milanais, sortira du couloir hein, pour jouer, parce que c'est vrai qu'on le voit plus beaucoup depuis sa mi-temps ratée l'autre jour là. Mais bon, nous nous retrouverons vendredi soir pour Italie-Suisse, hein, c'est un match décisif, il faut faire un résultat si la squadra veut aller au mondial, donc nous serons présents après le match. D'ici là, bonne semaine à tous, à vendredi, salut! Ciao. Salut!